Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'univers fascinant des insectes. Biologie, écologie, agronomie. Collection dirigée par Richard Moreau. Professeur honoraire à l'Université de Paris 12, et Claude Brzezinski, professeur émérite à l'Université de Lille. Cette collection rassemble des synthèses, qui font le point des connaissances sur des situations ou des problèmes précis, des études approfondies exposant des hypothèses ou des enjeux autour de questions nouvelles ou cruciales pour l'avenir des milieux naturels et de l'homme, et des monographies. Elle est ouverte à tous les domaines des sciences naturelles et de la vie. Déjà paru. Gérard Bertolini, Montre-moi tes déchets. 2011. Alain Giret, Histoire de la biodiversité 2011. Michel Stevens, Revenons sur Terre. Comment échapper à l'enlisement des négociations sur le changement climatique 2011. Bernard Bourget, Les défis de l'Europe verte 2011. André Marchand, De l'agriculture d'antan à celle d'aujourd'hui. Les changements engendrés par les lois Pisani 2011. André Marchand, Filière viande. Proposition pour conjuguer une agriculture rentable et une nourriture saine 2011. Guy-Jacques, Viré de bord. Plaidoyer pour l'homme et la planète 2011. Maurice Bonneau, La forêt de Guyane française 2010. Michel Gaudichon, L'homme au miroir de la science 2010. Jacques Risse, L'élevage français. Évolution et perspective 2010. Dominique Mariot. L'univers fascinant des insectes. Nos amis, nos ennemis. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 96 144 9. EAN 9 782 296 961 449. À ma femme. À Caroline, Antoine, Benoît et Guillaume. Dans le texte, les numéros en exposant renvoient aux photographies du cahier central. Introduction. Depuis plusieurs années, grâce notamment à la réalisation de superbes films, le monde des insectes est devenu davantage à la portée des non-spécialistes. Mais il reste encore beaucoup à faire pour les sensibiliser à ce fascinant univers qui n'a pas fini de surprendre, même les personnes dont c'est le métier. De ce monde fantastique, il n'y a pas de doute qu'il reste plus à apprendre que ce que l'on en connaît déjà. C'est là le propre même de toute recherche scientifique, qui permettent de se rendre compte que plus on avance dans la connaissance, plus on est bien obligé de reconnaître en toute humilité que l'étendue de notre ignorance est beaucoup plus vaste que l'on pouvait l'imaginer au début des investigations. Cet ouvrage a pour simple objectif de participer à mieux faire connaître cette catégorie d'animaux, même auprès des personnes les plus allergiques à ces petites bêtes. Certes, le monde des fourmis, comme celui des abeilles, a fait rêver plus d'une personne. Bien que ne pouvant pas s'exprimer avec des mots, celles-ci sont en mesure de communiquer entre elles et de se transmettre l'une à l'autre toutes les données nécessaires au parfait fonctionnement de leur existence et de l'organisation de leur colonie. Les insectes existaient, au moins pour certains d'entre eux, des centaines de millions d'années avant l'apparition de l'homme sur la Terre. Ils ont résisté à toutes les perturbations considérables que notre planète a pu connaître pendant ces très longues périodes, telles que la dérive des continents, ou la formation des massifs montagneux que sont par exemple les Alpes, les Andes ou le massif himalayen, ou les chutes de gigantesques météorites, ou encore les impressionnantes éruptions volcaniques comme celle du lac Toba en Indonésie qui couvrit la Terre d'un nuage épais pendant une longue période. Ce phénomène naturel, qui date de moins de 100 000 ans, est à l'origine d'une glaciation d'une durée d'un millénaire avec comme conséquence, notamment, la presque disparition des humains de l'époque. Ces phénomènes planétaires ont été à l'origine de la disparition de très nombreux animaux, comme celui des gigantesques reptiles de l'ère secondaire. Les Trilobithesa de l'ère primaire ou les Ammonites sb du primaire et du secondaire ont, malgré leur grande extension et leur succès,
également totalement disparu pour des raisons inconnues, mais probablement liées aussi à des conditions extérieures exceptionnelles. Dans les domaines des sens, aussi bien celui de la vue que ceux de l'odorat, du goût ou de la captation des ondes, les insectes, grâce à des organes qui, n'ayant le plus souvent rien de commun avec les nôtres, sont doués de capacités stupéfiantes, loin de tout ce que l'on peut imaginer. Leur perception du monde, parfaitement adaptée à chacun de leurs modes de vie, est particulièrement éloignée de celle que nous avons de l'environnement qui nous est pourtant commun. Les insectes représentent un monde qui nous stupéfait, mais sont néanmoins nos ennemis les plus redoutables car malgré les moyens exceptionnels que nous déployons, ils détruisent une partie importante de nos productions et véhiculent des maladies redoutables. Il faut cependant reconnaître que, en modifiant souvent de manière anarchique et brutale notre environnement, l'homme n'a fait que favoriser le développement de bon nombre de ravages URSC de nos cultures. Si donc on est émerveillé par leur beauté, leur étonnante adaptation et leur mode de vie, qui ne cessera de nous surprendre, il faut aussi imaginer tous les moyens possibles pour les combattre et éviter qu'ils deviennent, à notre détriment, les maîtres du monde. Nous avons souhaité, dans cet ouvrage, aborder sommairement tous les aspects de la vie des insectes, laissant libre le lecteur d'approfondir tel ou tel sujet, tout en souhaitant que ces pages lui donnent une profonde envie d'en savoir plus. Il trouvera en annexe quelques références bibliographiques, petit échantillon de tout ce que la littérature a pu produire, qui lui permettront d'étancher un peu plus encore sa soif de mieux connaître le monde des insectes. C'est parce que l'auteur de cet ouvrage a consacré sa vie professionnelle à l'étude des insectes de culture tropicale, et plus particulièrement à ceux inféodés aux palmacées cultivées, que sont le palmier à huile et le cocotier, qu'il saura souvent faire référence à des insectes vivant directement ou indirectement en relation avec ces plantes. À trilobites. Animaux marins que l'on rapproche des arthropodes, qui se sont largement développés à l'ère primaire et avaient totalement disparu avant le début de l'ère secondaire. Béamonite. Fossile de l'ère secondaire totalement disparu, qui appartenait aux mollusques céphalopodes. Dans l'Antiquité, le front de Jupiter Ammon était orné de cornes de bélier ayant une forme enroulée comparable à celle des ammonites. Ces ravageurs. En entomologie, ce terme désigne tous les insectes phytophages, équivalent au mot déprédateur. Qu'est-ce qu'un insecte ? Le règne animal a été depuis Cuvier, organisé en 4 grandes divisions appelées embranchements, les vertébrés, les mollusques, les articulés et les rayonnés. C'est dans ce dernier embranchement que sont regroupés tous les animaux, essentiellement marins, dont l'organisation est disposée en forme de rayons comme les oursins, les méduses ou les coraux. Les insectes appartiennent au grand groupe des articulés encore appelés arthropodes, mot qui en grec signifie d'ailleurs pied articulé. Ils ont tous la principale caractéristique d'avoir un squelette externe, ce qui leur assure une protection particulièrement efficace. Cette cuirasse qui, comme on le verra, ne présente pas que des avantages, est divisée en plusieurs éléments articulés entre eux. Cet immense groupe, en nombre d'espèces, comprend les myriapodes, appelés plus vulgairement mille-pattes, les crustacés, les arachnides ou araignées, que les non-spécialistes rangent parfois à tort parmi les insectes et les insectes eux-mêmes. Ces derniers nous attirent d'abord par leur beauté. On pense en premier lieu aux papillons, et sans faire référence à des papillons exotiques exceptionnels comme les morphoessins d'Amazonie ou le grand ornithoptère d'Asie, nous avons dans nos campagnes de superbes papillons comme le Vulcain 3, les Vanès 4 ou le Macaon 5. Chez les coléoptères citons les Cétoines 6, les Carabes 7 ou les Buprestes 8, parmi lesquels il est des espèces qui, avec des couleurs métalliques éblouissantes, et donc permanentes, peuvent être plus beaux que bien des bijoux, alors que les couleurs d'origine chimique, si chatoyantes soient-elles, sont périssables. En réalité, si l'on y regarde d'un peu près, et sans le moindre préjugé, il n'y a pas d'insecte laid. Même cette mouche verte neuf, dite à merde, dont le mode de vie nous apparaît légitimement répugnant, est très belle avec ses couleurs physiques vertes, et comment ne pas évoquer ici l'élégance des libellules 10. Même lorsque l'on regarde à l'aide d'une bonne loupe, ou mieux d'un microscope, si possible électronique, les plus petits insectes, souvent inférieurs au millimètre, comme les micro-hyménoptères calcidiens 11, on ne peut être qu'émerveillé par la perfection de ces minuscules créatures. Malgré leur très petite taille, toute la complexité, la merveilleuse organisation de ces insectes,
comme les stupéfiants détails de leur anatomie sont là sous vos yeux. Ces micro-insectes n'en ont cependant pas le monopole dans le monde du vivant. C'est la petite taille générale des insectes qui leur a notamment permis d'affronter les plus grands cataclysmes terrestres précédemment évoqués. Il y a cependant eu quelques exceptions, comme cette libellule du genre Meganeura, un des plus vieux insectes apparus au Permien il y a quelques 300 millions d'années. Cet insecte pouvait atteindre 1 mètre de longueur et 80 cm d'envergure. C'est très probablement à cause de sa grande taille, qui la rendait plus vulnérable, qu'elle n'a pu franchir les longues périodes géologiques. On peut cependant observer de nos jours de très grands insectes, le champion en la matière étant le phasme du genre Phobeticus 12 qui peut, avec les pattes, atteindre 40 cm de longueur, le plus grand papillon étant l'Attacus 13 d'Asie du Sud-Est, dont la taille peut avoisiner 30 cm d'envergure, alors que chez les coléoptères c'est un longicorne du genre Titanus 14 qui semble tenir le record de son ordre avec plus de 15 cm de longueur. Classification. Les insectes sont divisés en 2 grands groupes. Le premier d'entre eux comprend 11 ordres principaux, parmi lesquels ceux des lépidoptères ou papillons, des coléoptères comme le hanneton, des diptères ou mouches, des hyménoptères auxquels les abeilles appartiennent, des aphaniptères ou puces et des névroptères avec le fourmilion, ce dernier ordre étant beaucoup moins bien représenté en nombre d'espèces. Tous ces insectes sont dénommés holométaboles ou à métamorphose complète. Environ 1 million d'espèces de cette catégorie ont été décrites, avec plus de 300 000 pour les seuls coléoptères. Les stades larvaires des insectes holométaboles n'ont rien de commun, tant des points de vue morphologiques que biologiques, avec le stade adulte. L'asticot ne ressemble en effet en rien à une mouche, ni la chenille à un papillon par exemple. À la fin du dernier stade larvaire, et au cours d'une mue dite nymphale, l'asticot du diptère ou la chenille du lépidoptère se transformeront en pupe ou en chrysalide. Tout le monde a observé que le papillon sort d'une chrysalide, stade pendant lequel le papillon est en préparation et dont l'aspect extérieur est complètement différent de celui du papillon. Suivant les insectes, ce stade nymphal peut ne durer que quelques jours, notamment chez de nombreux micro-hyménoptères, mais généralement plus long, comme c'est le cas chez de grosses espèces de coléoptères qui restent à ce stade pendant plusieurs semaines. Après la mue nymphale, il se produit des transformations très profondes car c'est au cours de ce stade que, par exemple, la chenille va devenir papillon. La nymphe donne donc un adulte à la suite d'une mue dite imaginale. Après cette mue, les adultes, stade de la reproduction, ne se développeront plus. En fonction de l'alimentation de la larve, la taille de l'adulte pour une même espèce peut varier du simple au double. Contrairement à ce que pensent certaines personnes, en particulier des enfants, un adulte de petite taille restera toujours petit. Chez les insectes du second groupe, qui ne sont donc pas des holométaboles, la larve, à la sortie de l'œuf, ressemble déjà, en miniature, au futur adulte avec des ailes et des organes génitaux qui se développent au fur et à mesure des moesses larvaires successives. Ces insectes ont une métamorphose incomplète et sont dits hétérométaboles. Un des représentants de ce groupe est celui des éphémères 15, morphologiquement assez proches des libellules, qui, vieux de plus de 300 millions d'années, sont parmi les plus anciens insectes existants encore aujourd'hui. Tout au long de cette longue période, elles n'ont subi que peu de transformations. Ces insectes, dont les larves sont aquatiques, émergent des eaux, parfois en immense quantité. L'adulte, aux pièces buccales atrophiées, ne se nourrit pas et ne vit que peu de jours, le temps de s'accoupler et pour les femelles de pondre. C'est cette vie très brève, au stade adulte, qui leur a valu ce nom. C'est également parmi les hétérométaboles que l'on classe les libellules, appartenant à l'ordre des odonates. Elles sont également très anciennes. Les blattcèses, plus connues sous le nom de cafards, existent depuis des dizaines de millions d'années sans avoir subi de modifications majeures. Les menthes, dites religieuses 17, et les termites 18, ces derniers regroupés dans l'ordre des dictyoptères, sont également des hétérométaboles. Les dermaptères, avec le perce-oreille 19, bien connu de tous parce que très commun, le grand ordre des orthoptères avec les criquets 20, sauterelles 21 et grillons 22, enfin les hémiptères avec les punaises 23, les pucerons 24 ou les cochenilles comme la terrible cochenille des agrumes 25 par exemple, dont la larve et la femelle se couvrent des apostrophes. Une épaisse couche de cire protectrice, sont également des insectes à métamorphosée incomplète. Chez les holométaboles,
la transformation de la larve en adulte au cours du stade nymphal nécessite beaucoup d'énergie. C'est pendant le stade larvaire, stade nourricier, que cette énergie est accumulée grâce à une alimentation quasi continue. Pendant sa vie d'adulte, l'insecte se nourrit principalement pour assurer la maturité des œufs, puis s'accoupler et pondre. Chez certains insectes cependant, comme nous l'avons déjà signalé, l'adulte ne vit que pour assurer la reproduction de l'espèce. L'énergie qu'il dépense dans l'acte de ponte ne provient que de l'alimentation de l'insecte lorsqu'il était à l'état larvaire. Avec largement plus d'1 million d'espèces d'insectes décrites, les spécialistes estimant que plusieurs autres millions restent encore à découvrir, le chiffre total de 3 voire 5 millions d'espèces existantes est généralement avancé. Les systématiciens ont donc encore beaucoup à faire, mais bien des espèces auront certainement disparu avant même d'avoir été décrites. Les insectes représenteraient ainsi plus de 80% des espèces d'animaux vivants sur notre planète. Le nombre d'espèces décrites des seuls coléoptères, diptères et hyménoptères dépasse le chiffre de 700 000 espèces et il est vraisemblablement plus proche du million. C'est ainsi qu'il y a plus d'espèces de mouches en France que de mammifères sur Terre. Plusieurs milliers d'espèces d'insectes peuvent être décrites chaque année, leur nombre étant largement proportionnel à celui des entomologistes travaillant sur le terrain. Quant au nombre d'individus présents, ce chiffre est naturellement incalculable, mais il suffit de savoir qu'une seule fourmilière peut contenir plusieurs dizaines de milliers d'individus pour entrevoir l'énormité de la masse biotique que les insectes représentent sur la Terre. On peut penser que dans nos pays européens, il y a encore relativement peu d'espèces nouvelles d'insectes à décrire, ce qui n'est bien entendu pas le cas de beaucoup d'autres pays, notamment ceux en partie recouverts de forêts tropicales, milieu particulièrement riche en faune entomologique, largement inconnu. Anatomie et morphologie générale. L'exosquelette des insectes est peu de temps après sa formation inextensible. Pour grandir lors des différents stades larvaires, l'insecte devra abandonner son squelette, qui porte alors le nom d'exuvie, et en fabriquer un autre. La mue est une opération très complexe, dans le détail de laquelle nous ne pouvons entrer ici. Au cours de cette opération se forme une nouvelle cuticule, souple à ses débuts, avant d'abandonner le squelette précédent. À l'occasion de cette mue, l'insecte devra également changer son système respiratoire, ou trachée, qui sera décrit succinctement ultérieurement, ancrer les attaches musculaires sur la nouvelle cuticule et bien d'autres opérations encore. Pendant cette période, l'insecte est particulièrement vulnérable car il ne peut fuir en cas de danger. Tel est l'inconvénient de changer de peau, périodiquement. En dehors des caractéristiques générales de tous les arthropodes précédemment signalés, le corps des insectes, à l'état adulte, est divisé en 3 parties. La tête, portant un grand nombre d'organes sensoriels, le thorax, lui-même divisé en 3 parties, chacune d'elles étant équipée d'une paire de pattes, ce qui constitue une des caractéristiques importantes des insectes. Il n'existe en effet pas d'autres animaux adultes ayant structurellement 3 paires de pattes. Les 2 derniers segments thoraciques portent également chacun une paire d'ailes, avec cependant des exceptions sur lesquelles nous reviendrons ultérieurement. La dernière partie du corps est l'abdomen, qui contient notamment les viscères et les organes génitaux. Hormis les organes sensoriels, les insectes possèdent, comme tout être vivant assez évolué, un système nerveux, qui a chez eux la caractéristique d'être ventral et un tube digestif qui n'ont, tous deux, rien de très particulier à préciser dans un ouvrage comme celui-ci. Le milieu intérieur est constitué d'hémolymphe, qui est mis en circulation par des vaisseaux contractiles et les mouvements musculaires. Ce système circulatoire ne joue aucun rôle dans le transport de l'oxygène dans les différentes parties du corps, mais sert à véhiculer les nutriments dans l'ensemble du corps. Le système respiratoire des insectes est si particulier qu'il mérite un court développement. L'air entre dans le corps par les stigmates, petits opercules situés de part et d'autre du thorax et de l'abdomen, qui débouchent dans un système de trachée de plus en plus fine, nommé alors les trachéoles. Ce système respiratoire est si perfectionné qu'il est capable d'apporter de l'oxygène à chaque cellule. Ces stigmates peuvent être ouvertes ou fermées. Par endroits, les trachées, qui sont élastiques, ont une forme de petits sacs bordés de muscles qui, par leur contraction, permettent la circulation de l'oxygène. C'est ainsi que les insectes ne savent pas ce que c'est que d'être essoufflés, et ne se fatiguent donc jamais, à condition d'être normalement alimentés.
Cela est une capacité encore bien étonnante, et explique que l'activité des insectes ne cesse jamais. Chez certains insectes de très petite taille, il y a diffusion de l'oxygène à travers la paroi du corps. Enfin, certaines larves aquatiques d'insectes, comme celle du coléoptère Dytique 26, respirent à l'aide de trachées modifiées comparables, d'un point de vue fonctionnel, aux branchies des poissons. Dans la majorité des cas, les insectes ont une reproduction sexuée normale. Mais de nombreuses espèces d'hyménoptères peuvent se reproduire par parthénogénèse, c'est-à-dire sans la participation des gamètes mâles, bien que d'autres insectes se reproduisent de cette manière également. Ce type de reproduction peut être accidentel lorsque, par exemple chez l'abeille, le stock de spermatozoïdes qui était contenu dans la spermathèque de la femelle vient à épuisement. Dans ce cas, la reproduction parthénogénétique ne donne que des mâles. Elle est dite arénotoque. Certaines espèces d'hyménoptères parasitoïdesques, de même que quelques espèces de phasmes 12, se reproduisent essentiellement par parthénogénèse et ne donnent que des femelles. Elle est dite alors télitoque. La parthénogénèse peut se produire chez certains diptères, dès le stade larvaire, ce qui se traduit par le développement de l'embryon dans la larve. Ce sont des cas de paédogénèse. Dans le domaine de la reproduction, comme dans d'autres aspects de leur physiologie, les insectes ont donc des comportements très variés. Appareil locomoteur. L'une des caractéristiques des insectes est donc de posséder 3 paires de pattes qui servent bien entendu avant tout, mais pas uniquement, à la locomotion. Les insectes volants, qui n'utilisent donc généralement que peu leurs pattes pour leur déplacement, ont des pattes beaucoup moins bien développées que chez d'autres insectes qui ne font pas ou peu appel à leurs ailes, et chez lesquels les pattes ont un rôle primordial lors de leur déplacement, de leurs activités de chasse ou de leur fuite rapide face à un ennemi. Tel est par exemple le cas de cet élégant coléoptère Cicindel 27 que l'on peut voir, lors d'une promenade, courir devant soi avec grande rapidité, principalement sur les sols sablonneux, à la recherche d'une proie ou pour fuir l'étrange animal qui marche à ses trousses. Ces organes locomoteurs peuvent être plus ou moins profondément modifiés pour répondre à un mode de vie particulier, ou à des nécessités alimentaires. Telles sont par exemple, les pattes antérieures fouisseuses de la courtilière 28 qui, se nourrissant de vers mais aussi de racines, a besoin de se déplacer dans le sol à la façon des taupes. Ces pattes antérieures sont donc parfaitement adaptées à cet usage, en des sortes de petites pelles qui fonctionnent latéralement avec beaucoup d'efficacité. De même, la mante religieuse 17 est une grande carnivore au point de dévorer le mâle avec lequel elle vient de s'accoupler, non par voracité excessive, mais parce qu'elle trouve dans la tête de son conjoint d'un instant une substance qui va déclencher la ponte. Pour se nourrir, la mante a besoin d'attraper ses proies, ce qu'elle ne pourrait faire sans ses grandes pattes antérieures transformées en pinces capables de se déployer et se refermer à la vitesse d'un éclair. Les Nep 29, grandes punaises aquatiques, utilisent également leurs pattes antérieures pour saisir leur proie. Autre punaise aquatique, la Notonecte 30 possède des pattes postérieures natatoires particulièrement développées. Pour la même raison, les pattes arrière du Dytique 26, coléoptère carnivore aquatique, sont garnies de soies assez rigides qui lui permettent d'assurer une natation rapide à la recherche de ses proies. Les criquets 20, qui possèdent de courtes antennes, sont parfois confondus avec les sauterelles 21 qui, elles, ont de longues antennes. Tous deux sont équipés de paires de pattes postérieures très développées qui leur permettent de sauter, ce qui facilite également le déploiement de leurs ailes. Que dire des pattes postérieures extrêmement puissantes de la puce 31 qui lui permettent de faire des bonds exceptionnels. Si l'on rapportait la taille de cet insecte à la nôtre, elle pourrait passer par-dessus la tour Eiffel. Les observations, à l'aide du microscope électronique à balayage, nous font ainsi découvrir les plus intimes détails des merveilles de l'anatomie des insectes. La punaise d'Augeris 32 ou hydromètre est capable d'un véritable exploit. Marcher sur l'eau, grâce à ses longues pattes largement étalées et munies à leur extrémité de poils hydrophobes. Un autre exemple d'anatomie étonnant est celui que l'on peut observer, avec une bonne loupe, à l'extrémité d'une patte de mouche. On y verra une paire de minuscules griffes qui lui permettent de s'agripper, même la tête en bas, sur n'importe quel support, sauf ceux qui sont très lisses comme le verre. Pour ces surfaces, elle possède entre ses deux griffes 2 petites pelotes hérissées de mille soies très fines grâce auxquelles ce record est possible. Les ailes des insectes sont insérées sur les 2 derniers articles du thorax, et sont réservées aux seuls adultes.
Elles présentent des morphologies particulièrement variées, en fonction du mode de vie des insectes qui les possèdent. Il est cependant des insectes aptères, dits aptérygotes, qui sont toujours dépourvus d'ailes. Certains insectes peuvent être aptères en fonction de leur caste, comme les ouvriers des fourmis ou des termites. À l'inverse, les individus sexués de ces insectes sont toujours ailés, au moins momentanément, et en particulier lors de l'accouplement qui se fait généralement en vol. Enfin, d'autres insectes peuvent être ailés selon leur sexe. Tel est le cas de certains pucerons et des cochenilles, seuls les mâles ayant des ailes, lors de la période de dispersion des adultes. Les aptérygotes vrais se trouvent parmi les insectes les plus primitifs, car ils existaient déjà au début de l'ère primaire, il y a donc 400 millions d'années et sont restés presque inchangés depuis cette lointaine période. Ces petits insectes, très discrets, classés parmi les colamboles, les protoures, les diploures et les tisanoures, vivent le plus souvent dans le sol. Cette faune, associée à une flore variée, joue un rôle essentiel dans la décomposition de la matière végétale. On peut compter jusqu'à plusieurs centaines de milliers de ces êtres vivants par mètre carré. C'est à ce type d'insecte qu'appartient aussi le poisson d'argent 33, qui, lui, vit souvent dans les vieux papiers et est donc mieux connu des bibliophiles. Tous les autres insectes, avec la restriction faite précédemment, ont des ailes et ce sont d'ailleurs les seuls invertébrés volants. Bien des ailes d'insectes présentent une torsion, comme les pales d'une hélice, l'angle d'attaque étant plus grand à la base qu'à l'extrémité. Les constructeurs d'avions ont beaucoup étudié le vol des insectes et celui des mouches en particulier. Les ailes sont divisées par des nervures 34 qui assurent une certaine rigidité en même temps qu'une flexibilité. Les plus grosses d'entre elles sont parcourues par des nerfs, des trachées et de l'hémolymphe. Les deux paires d'ailes sont le plus souvent différentes. Chez les coléoptères, l'aile antérieure, rigide, est transformée en élytre, du grec élutron étui, et sert de protection à l'aile postérieure, seule apte à assurer le vol. Pour ce faire, l'élytre 35 se soulève pour permettre aux ailes postérieures de se déployer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.